Alors que l'accord international sur les pandémies vient d'être adopté, les États-Unis accusent l'OMS de dérives autoritaires et de collusion avec la Chine. Alors, peut-on vraiment faire confiance à l'OMS dans la gestion des futures pandémies? Et en quoi consiste l'alternative proposée par les États-Unis? Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur le nouvel accord sur les pandémies. Mardi, lors du dernier vote à l'OMS, 124 pays ont voté en faveur, 11 se sont abstenus et aucun n'a voté contre. Malgré 3 ans de négociations, le processus exact qui sera déclenché en cas de pandémie n'a pas encore été détaillé. Il est toutefois prévu qu'il le soit dans un futur accord lors de l'Assemblée mondiale de la santé de 2026. Le texte actuel précise cependant que, je cite, « Rien dans cet accord ne doit être interprété comme conférant au secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé ou au directeur général de l'OMS une quelconque autorité pour diriger, ordonner, modifier ou prescrire de quelque manière que ce soit la législation nationale ou interne, selon le cas, ni les politiques de l'une ou l'autre des parties, ni pour exiger ou imposer de quelque manière que ce soit que les parties prennent des mesures spécifiques telles que l'interdiction ou l'admission de voyageurs, l'imposition d'obligations vaccinales ou de mesures thérapeutiques ou diagnostiques, ou le lancement de confinement. Cela dit, le texte stipule tout de même que les pays adopteront l'approche nommée « une seule santé ». Selon celle-ci, tout sera centralisé entre les mains de l'OMS, qui prendra des mesures pour identifier et traiter les facteurs déclencheurs des pandémies. Il prévoit également que les pays doivent former et entraîner leurs professionnels afin de se préparer et de répondre aux urgences sanitaires, ainsi que de prendre des mesures pour renforcer les systèmes de santé en insistant sur des thèmes tels que la vaccination. Enfin, le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom, a aussi demandé un engagement financier accru de la part des États membres. On l'écoute. La pandémie de Covid-19 a tué près de 20 millions de personnes et a détruit plus de 10 000 milliards de dollars de l'économie mondiale. Je ne pense pas que vous vous souveniez d'une guerre de mémoire récente qui ait tué 20 millions de personnes. Les pays dépensent des sommes énormes pour se protéger des attaques d'autres États, mais relativement peu pour se prémunir contre un ennemi invisible capable d'occasionner bien plus de ravages et de dégâts. Et plusieurs membres de l'OMS, comme la Norvège, ont applaudi l'accord. Les progrès des négociations pour l'accord sur la pandémie montrent que nous pouvons travailler ensemble et franchir des étapes significatives pour parvenir à une meilleure santé et préparation pour tous. Eh bien, qu'aucun pays n'ait voté contre le traité, certains comme la Slovaquie l'ont tout de même critiqué. Le Premier ministre Robert Fico a notamment déclaré qu'il sape le principe de souveraineté des États membres et interfère de manière disproportionnée dans le domaine des droits humains. De leur côté, les Américains qui se sont retirés de l'OMS en janvier n'ont pas participé aux étapes finales des négociations, mais le secrétaire à la santé des États-Unis, Robert Kennedy Jr., s'est tout de même exprimé quelques heures après l'adoption de l'accord. On l'écoute. J'exhorte les ministres de la Santé du monde et de l'OMS de considérer notre retrait de l'organisation comme un signal d'alarme. Ce n'est pas que le président Trump et moi ayons perdu tout intérêt pour la coopération internationale. Loin de là. Nous voulons seulement qu'elle soit menée de façon équitable, efficace et transparente pour tous les États membres. Nous avons déjà pris contact avec des pays partageant nos vues et nous encourageons les autres à nous rejoindre. Nous souhaitons une coopération sanitaire internationale, mais affranchie du carcan de l'ingérence politique issue des influences corruptrices de l'industrie pharmaceutique. Déjà, lors de leur retrait de l'OMS, les États-Unis avaient indiqué qu'ils ne se soumettraient à aucune mesure émanant du traité sur les pandémies ou des amendements au règlement sanitaire international. Cela en raison, je cite, de la mauvaise gestion de l'organisation face à la pandémie de Covid-19, originaire de Wuhan, en Chine, et à d'autres crises sanitaires mondiales. Sur ce point, voici ce que Tedros Ghebreyesus avait à dire au sujet des confinements forcés et d'autres mesures similaires que le régime communiste chinois a fini par exporter dans le monde entier. Je louerai la Chine encore et encore parce que ces actions ont vraiment aidé à réduire la propagation du coronavirus.
vers d'autres pays. L'engagement du leadership politique a commencé par le numéro 1, le président lui-même. Et je l'ai dit dans mon discours, son niveau de connaissance est stupéfiant. De son côté, Kennedy Jr. a aussi dénoncé le caractère politique des décisions de l'OMS et plus particulièrement celle de permettre au régime communiste chinois d'exercer ce qu'il a qualifié d'influence indue pendant la pandémie de Covid-19. Ce qui était d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles le président Trump a retiré les États-Unis de l'organisation. Écoutez. À l'instar de nombreuses institutions traditionnelles, l'OMS s'est retrouvée piégée dans une bureaucratie excessive, des paradigmes ancrés, des conflits d'intérêts et des politiques de puissance internationale. Bien que les États-Unis aient historiquement apporté la majeure partie des fonds de l'organisation, d'autres pays comme la Chine ont exercé une influence indue sur ces opérations de façon à favoriser leurs propres intérêts plutôt que, en particulier, ceux de l'opinion publique mondiale. Tout cela est devenu évident durant la pandémie de Covid, lorsque l'OMS, sous la pression de la Chine, a supprimé des rapports sur la transmission interhumaine à des moments critiques, puis a collaboré avec la Chine pour promouvoir la fiction selon laquelle le Covid provenait de chauves-souris ou de pangolins, au lieu de provenir de recherches que le gouvernement chinois finançait dans un biolaboratoire de Wuhan. Quant au régime communiste chinois, il n'a pas reconnu que la pandémie de Covid-19 avait pris naissance en Chine. En revanche, il a récemment publié un rapport incriminant les États-Unis comme origine du virus, ce qui ne semble pas correspondre aux données réelles puisque même l'OMS a assuré que l'épidémie a éclaté en Chine avant de se propager dans le monde entier. En fait, selon la plupart des recherches, le régime a contribué à la pandémie en dissimulant les premiers foyers en 2019, allant jusqu'à faire taire les médecins lanceurs d'alerte qui ont ensuite succombé au virus. À cause de cette dissimulation, le monde n'a réagi que lorsqu'il était déjà trop tard. Le régime communiste chinois a aussi annulé tous les vols nationaux pour empêcher la propagation à l'intérieur du pays, tout en maintenant les vols internationaux. C'est justement cette décision qui a permis au virus de se répandre dans tous les coins de la planète. Le pire est que plusieurs documents publiés l'an dernier par un comité du Congrès américain ont révélé qu'un chercheur chinois avait cartographié la séquence du virus SARS-CoV-2 2 semaines avant que le monde ne soit informé de son existence. L'OMS n'a pas seulement cédé à la pression politique de la Chine, elle a également échoué à rester une organisation caractérisée par la transparence et une gouvernance équitable par et pour ses États membres. L'OMS agit souvent comme si elle avait oublié que ses membres doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens, et non à des intérêts transnationaux ou corporatifs. Cela dit, je pense que la majorité du personnel de l'OMS est composée de personnes consciencieuses qui croient sincèrement en ce qu'elles font. En effet, depuis sa création, l'OMS a accompli des missions importantes, notamment l'éradication de la variole. Cependant, trop souvent, les priorités de l'OMS ont de plus en plus reflété les biais et intérêts de la médecine d'entreprise. Elle a fréquemment laissé des agendas politiques, comme la promotion d'idéologies de genre nuisibles, détourner sa mission principale et, trop souvent, elle est devenue un outil politique, tournant le dos à la promotion de la santé et à la sécurité sanitaire. La coopération mondiale en matière de santé reste cruciale pour le président Trump et pour moi, mais elle ne fonctionne pas très bien sous l'OMS, comme en témoignent les échecs de l'ère Covid. L'OMS n'a même pas reconnu ces échecs de la pandémie de Covid et encore moins entrepris de réformes significatives. Au contraire, elle a redoublé d'efforts avec l'accord sur la pandémie qui va institutionnaliser tous les dysfonctionnements de la réponse de l'OMS à la pandémie. Nous ne participerons pas à cela. Nous devons réinitialiser tout le système comme nous le faisons aux États-Unis. Et cela fait longtemps que Kennedy s'intéresse à la question. Avant de devenir secrétaire à la santé des États-Unis, il en parlait déjà. Il parlait de son origine controversée et de tout ce qui, selon lui, était caché derrière. Écoutez bien. La dernière simulation a eu lieu en octobre 2019 et a été présentée par Bill Gates, Fauci et le directeur de la CIA, et, curieusement, par George Gao, qui est le directeur du CDC chinois, à New York. Beaucoup d'entre vous ont sûrement vu cela sur YouTube.
Cela s'appelle l'événement 201 et la 4e simulation de ce jour, la dernière, portait sur la manière d'utiliser la pandémie comme prétexte pour réprimer totalement, réduire, restreindre la liberté d'expression et, en particulier, sur la façon d'empêcher les gens de parler d'une fuite de laboratoire comme origine de ces virus. C'était en octobre 2019. Personne n'avait entendu parler de la Covid. Nous savons maintenant que la Covid circulait presque certainement à la mi-septembre. Le 12 septembre, le gouvernement chinois a fermé les portes du laboratoire de Wuhan et engagé le général Wei, un expert en bioinformatique de l'armée populaire, pour diriger le laboratoire et supprimer toutes les données des études de gains de fonction de leur site public, ainsi que toutes les séquences génomiques de tous les virus. Le gouvernement chinois savait clairement que le virus circulait en septembre. Donc, un mois plus tard, nous avons cette simulation. Et, dans la même semaine, Bill Gates, qui en était le superviseur, a acquis 1,1 million d'actions du vaccin BioNTech, qui est ensuite devenu le vaccin Pfizer. Il a ensuite vendu ses actions et on a vendu presque 87% 2 ans plus tard avec un bénéfice de 242 millions de dollars. Et une semaine plus tard, il a annoncé publiquement que le vaccin ne fonctionnait pas. Il avait essentiellement manipulé et démenti des données. Il était à la télévision avec son complice Peter Hotez, à l'institution duquel Gates avait donné 52 millions de dollars. Nous avons donc eu le duo qui a gonflé les actions pendant 2 ans, puis les a vendues une semaine avant de passer à la télévision pour dire « Oh, finalement, ça ne marche pas ». Pour Kennedy, aujourd'hui, la priorité des États-Unis a changé. Et bien qu'il continue à se préparer contre d'éventuelles maladies infectieuses et même des pandémies, les moyens d'y parvenir sont désormais bien différents. Sur place, les agences de santé se concentrent désormais sur les maladies chroniques qui frappent le plus durement le pays. C'est l'épidémie de maladies chroniques qui rend notre population malade et ruine notre système de santé. Nous changeons maintenant pour que notre système de santé réponde mieux à cette réalité. Nous ferons en sorte que les soins de santé aux États-Unis répondent aux besoins du public plutôt qu'à la recherche de profit de l'industrie. Nous éliminons les colorants alimentaires et autres additifs nocifs de notre approvisionnement alimentaire. Nous enquêtons sur les causes de l'autisme et d'autres maladies chroniques. Nous cherchons à réduire la consommation d'aliments ultra transformés et soutiendrons des changements de mode de vie qui renforcent le système immunitaire et transforment la santé de notre population. Peu de ces efforts se prêtent facilement à la recherche de profits ou aux services d'intérêt particuliers établis. Ces changements ne peuvent se produire que par la réforme systémique que le président Trump a mise en œuvre dans notre pays. Nous aimerions voir les priorités mondiales réorganisées de manière similaire. Et pour en revenir à l'OMS, cela fait plus de 10 ans que des rapports ont commencé à émerger, la remettant en question. Par exemple, le Conseil de l'Europe accusait l'OMS et les gouvernements européens d'avoir exagéré de façon démesurée les risques de la grippe porcine pour la santé publique et d'avoir pris des décisions secrètes qui ont profité aux compagnies pharmaceutiques. La BBC expliquait que l'OMS n'avait pas rendu public le conflit d'intérêts d'au moins 3 des personnes qui ont conseillé à des dizaines de gouvernements de dépenser des milliards d'euros contre la grippe porcine. Aussi, en 2019, un rapport des membres du Congrès américain accusait Purdue Pharma d'avoir manipulé l'OMS afin de promouvoir la prescription d'opioïdes à l'échelle mondiale. Même l'ancien directeur du programme d'accès aux médicaments de l'OMS a ouvertement critiqué l'influence des entreprises pharmaceutiques sur l'organisation. Enfin, en 2012, lorsque la Chine dirigeait l'OMS, elle a été accusée de recevoir des fonds de l'industrie agroalimentaire et des boissons et d'accorder le traitement de faveur correspondant. Donc, pour résumer, une partie de l'Occident, avec les États-Unis en tête, pense qu'il est temps de mettre fin à l'OMS et de la remplacer par quelque chose de plus efficace, de plus transparent. Mais une autre partie semble vouloir monter dans le train de l'OMS sans hésiter et définir les mesures à prendre collectivement dès qu'une urgence sanitaire, telle qu'une pandémie, sera déclarée. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.
Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, vous retrouverez Vladia pour une nouvelle édition. Très bon après-midi et à demain.